Bonjour, ici La Nuit raconte. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, laissez un like et profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Journal de mission, agent Marcus Delacroix. Entrée 1, premier contact. Je m'appelle Marcus Delacroix, agent du GEOS, groupe d'exploration et d'opération spatiale. Ce que vous allez lire est mon témoignage, peut-être le dernier. Si vous trouvez cet enregistrement, sachez que ce qui nous est arrivé dépasse. Tout a commencé il y a 3 mois. Le 14 juillet 2087, nos satellites de surveillance longue portée ont détecté une anomalie gravitationnelle à la limite de la ceinture de Kuiper. Au début, les scientifiques pensaient à un astéroïde massif, ou peut-être une nouvelle planète naine, mais les données ne correspondaient à rien de connu. L'objet émettait une signature énergétique faible mais constante, comme un pouls régulier dans l'obscurité glaciale de l'espace. J'étais en permission sur Terre quand j'ai reçu l'appel. Une voix froide et administrative m'a simplement dit de me présenter à la base lunaire Apollo dans les 12 heures. Pas de détails, pas d'explications. Dans notre métier, on apprend vite à ne pas poser de questions. La navette qui m'a emmené sur la Lune était presque vide. Seulement 4 autres passagers, tous en combinaison civile, mais avec cette démarche rigide qui trahit l'entraînement militaire. Personne ne parlait. L'atmosphère était lourde, électrique. On sentait tous qu'il se passait quelque chose d'important. À mon arrivée à Apollo, j'ai été immédiatement conduit dans une salle de briefing souterraine. Le général Morrison était là, entouré de scientifiques que je n'avais jamais vus. Des types du département xénobiologie. J'ai appris plus tard. Morrison n'a pas perdu de temps en préliminaire. L'objet détecté était un vaisseau qui n'avait pas été construit par des mains humaines. Les premières analyses spectrales suggéraient un alliage métallique inconnu, avec des propriétés qui défiaient notre compréhension de la physique. Le plus troublant, c'était sa trajectoire. Il ne dérivait pas comme un objet inerte. Il suivait une courbe précise, calculée, qui l'amenait lentement mais sûrement vers le système solaire interne. Notre mission était simple, en apparence. Une équipe de 6 agents des forces spéciales, accompagnés de 3 scientifiques, devait approcher le vaisseau, l'explorer et déterminer s'il représentait une menace. Le vaisseau Hermès, notre transport, était déjà prêt sur le pas de tir orbital. Nous partirions dans 4 heures. J'ai rencontré le reste de l'équipe dans le vestiaire. Il y avait Sarah Chen, spécialiste en armement et ancienne pilote de chasse. Victor Volkov, expert en explosifs avec 15 ans d'expérience dans les opérations spatiales. Les jumeaux Martinez, Anna et Diego, spécialistes en reconnaissance. Et enfin, James Cooper, notre médecin de combat et biologiste. Les scientifiques étaient le docteur Elizabeth Weiss, astrophysicienne renommée, le professeur Takashi Yamamoto, expert en xénonarchéologie. Le voyage vers la ceinture de Kuiper a duré 3 semaines. 3 semaines dans un tube de métal propulsé à des vitesses vertigineuses à travers le vide. L'Hermès était équipé des derniers propulseurs à fusion, mais même avec cette technologie, l'espace reste immense et impitoyable. Pendant le trajet, nous avons étudié toutes les données disponibles sur le vaisseau alien. Les images télescopiques montraient une structure oblongue d'environ 800 mètres de long et 300 de large. Sa surface était lisse, presque organique dans ses courbes. Pas de marque visible, pas de fenêtre, pas de propulseur apparent. Juste cette masse sombre qui absorbait la lumière comme un trou dans l'espace. Le docteur Weiss nous a expliqué que le vaisseau émettait des radiations étranges, pas dangereuses selon les capteurs, mais qui perturbaient nos instruments de mesure. C'était comme si l'objet existait légèrement en dehors de notre réalité, oscillant entre notre dimension et quelque chose d'autre. Plus nous approchions, plus l'équipage devenait nerveux. Shen passait des heures à vérifier et revérifier son équipement. Volkov priait silencieusement, ses lèvres bougeant sans produire de son. Les jumeaux Martinez restaient collés l'un à l'autre, communiquant par ce langage silencieux
que seuls des jumeaux comprennent. Cooper lisait et relisait les protocoles de première rencontre, même si nous savions tous qu'il serait probablement inutile face à l'inconnu qui nous attendait. Le 20e jour, nous avons enfin pu voir le vaisseau à l'œil nu à travers les hublots renforcés de l'Hermès. C'était magnifique et terrifiant à la fois. La coque semblait vivante, ondulant légèrement comme si elle respirait. Des motifs lumineux parcouraient sa surface, formant des symboles complexes qui apparaissaient, disparaissaient et disparaissaient en quelques secondes. Yamamoto était fasciné. Il prenait photo sur photo, murmurant des théories sur une possible langue visuelle, un système de communication basé sur la lumière et les formes géométriques. Petrov, lui, était convaincu que nous observions un système informatique quantique en action, les motifs représentant des calculs d'une complexité inimaginable. À 5 km du vaisseau, nous avons stoppé les moteurs. Les protocoles exigeaient une approche prudente, une observation prolongée avant tout contact direct. Nous avons déployé des drones de reconnaissance, de petites merveilles technologiques, capables de scanner jusqu'au niveau subatomique. Les premiers relevés étaient déconcertants. La coque du vaisseau n'était pas en métal, pas vraiment. C'était une structure cristalline complexe, mais organisée d'une manière qui défiait nos connaissances en sciences des matériaux. Elle semblait capable de se restructurer au niveau moléculaire. Plus troublant encore, les drones détectaient des signes d'activité à l'intérieur, des fluctuations énergétiques, des mouvements de fluide, des variations de température. Le vaisseau n'était pas abandonné. Quelque chose fonctionnait encore à l'intérieur. Le 4e jour d'observation, quelque chose a changé. Un panneau s'est ouvert sur le flanc du vaisseau. Pas de manière mécanique, mais comme si la matière elle-même se liquéfiait pour créer l'ouverture. C'était une invitation ou un piège. Dans les deux cas, nous n'avions pas le choix. Nos ordres étaient clairs. Nous nous sommes équipés en silence. Combinaison pressurisée renforcée, armement plasma dernière génération, scanner portable, kits médicaux d'urgence. Chaque pièce d'équipement vérifiée 3 fois. Dans l'espace, la moindre défaillance signifie la mort. L'approche en navette auxiliaire a duré une éternité. 15 minutes qui m'ont paru durer des heures. À mesure que nous approchions, nous pouvions voir plus de détails. La surface du vaisseau était couverte de micro-reliefs, comme des écailles ou des plumes microscopiques. Elle bougeait légèrement, créant des vagues hypnotiques qui parcouraient la coque. Shen pilotait avec une précision chirurgicale. Ses mains étaient stables, mais je voyais la sueur perler sur son front, malgré le système de régulation thermique de sa combinaison. Nous sommes entrés dans l'ouverture sans incident. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par une faible luminescence bleutée qui émanait des murs eux-mêmes. Le sas, si on pouvait l'appeler ainsi, était vaste, assez grand pour contenir notre navette auxiliaire avec de la place à revendre. Dès que nous avons franchi le seuil, l'ouverture s'est refermée derrière nous. Pas brutalement, mais avec une fluidité organique qui me donnait la chair de poule. Les instruments indiquaient une atmosphère, azote, oxygène, traces d'hélium et d'autres gaz nobles, presque respirables pour un humain. Mais nous avons gardé nos casques. La gravité artificielle était légèrement plus faible que sur Terre, environ 85%. Assez pour marcher normalement, mais avec cette légèreté qui rend chaque mouvement étrangement gracieux. Nous sommes sortis de la navette en formation tactique. Moi en tête, Shen et Volkov sur les flancs, les jumeaux couvrant nos arrières, Cooper au centre avec les scientifiques, chaque angle couvert, chaque zone surveillée. Nos lampes tactiques perçaient l'obscurité bleutée, révélant des détails troublants. Les murs n'étaient pas lisses, comme ils apparaissaient de l'extérieur. Ils étaient couverts de motifs complexes, des fractales qui semblaient s'étendre à l'infini quand on les fixait trop longtemps. Yamamoto était en extase, murmurant quelque chose sur la suite de Fibonacci et les proportions sacrées. Un couloir s'ouvrait devant nous, large d'environ 5 mètres, haut de 3. Les proportions étaient étranges, ni vraiment humaines, ni totalement aliens, comme si les constructeurs avaient anticipé
des visiteurs de différentes morphologies. Nous avons avancé prudemment. Nos pas ne produisaient aucun son, absorbés par le matériau du sol qui semblait vivant sous nos bottes. Tous les 20 mètres environ, des ouvertures latérales menaient à d'autres sections du vaisseau. Nous avons placé des balises à chaque intersection, créant un fil d'Ariane électronique pour notre retour. La première salle que nous avons explorée était immense, une sphère parfaite d'au moins 50 mètres de diamètre. Au centre, suspendu dans le vide, flottait un objet que je ne peux décrire comme un cœur mécanique. Il pulsait lentement, émettant cette lumière bleue que nous avions vue partout. Des tubes translucides partaient de cet organe artificiel et disparaissaient dans les murs, transportant un fluide luminescent qui ressemblait à du sang liquide, fait de lumière pure. Petrov était fasciné. Selon ses scanners, l'objet générait une énergie phénoménale, mais d'un type complètement inconnu. Pas de fission, pas de fusion, quelque chose de complètement différent. Il parlait d'énergie du vide quantique, de fluctuation du point zéro, de concepts que même lui semblait avoir du mal à appréhender. Nous avons continué notre exploration méthodiquement. Chaque salle apportait de nouvelles questions. Une contenait des rangées de cylindres transparents, remplis d'un gel ambré dans lequel flottaient des formes indistinctes. Une autre abritait ce qui ressemblait à une carte stellaire tridimensionnelle, avec des milliers de systèmes que nous ne reconnaissions pas. C'est dans la 7e salle que nous l'avons trouvé. Le premier corps, il était parfaitement préservé, allongé sur une table qui semblait avoir poussé du sol. La créature, car je ne peux pas l'appeler autrement, mesurait environ 2,50 m. Humanoïde dans sa structure générale, 2 bras, 2 jambes, une tête, mais les proportions étaient subtilement fausses. Les membres trop longs, le torse trop étroit. Sa peau était d'un gris nacré, presque translucide. On pouvait voir un réseau de veines sombres en dessous, formant des motifs géométriques parfaits. Pas de cheveux, pas d'ongles apparents. Les yeux étaient fermés, mais les paupières semblaient trop grandes, comme si elles cachaient des organes visuels bien plus développés que les nôtres. Cooper s'est approché avec précaution, scanner médical en main. Les lectures étaient chaotiques. L'être n'était pas vivant, mais pas vraiment mort non plus. C'était comme s'il était suspendu entre les deux états, dans une stase parfaite qui durait peut-être depuis des millénaires. Weiss a insisté pour prélever des échantillons. Malgré mes réticences, j'ai accepté. Cooper a utilisé une microsonde pour extraire quelques cellules. Au moment où l'aiguille a percé la peau, j'aurais juré voir les paupières de la créature trembler légèrement. Mais les scanners n'ont montré aucun changement. Nous avons trouvé 17 autres corps dans les salles adjacentes, tous dans le même état de conservation parfaite, tous légèrement différents. Certains étaient plus grands, d'autres plus petits. Les variations suggéraient soit différentes castes, soit peut-être différentes espèces travaillant ensemble. Le 8e jour, nous avons découvert ce que Yamamoto a appelé la bibliothèque. Une salle circulaire dont les murs étaient couverts de cristaux hexagonaux, chacun de la taille d'un point humain. Quand on s'approchait d'eux, ils s'illuminaient et projetaient des hologrammes complexes dans l'air. Les images étaient incompréhensibles au début. Des formes géométriques qui se transformaient, des équations dans une mathématique alien, des cartes de systèmes stellaires inconnus. Mais petit à petit, Petrov a commencé à voir des patterns. Les cristaux réagissaient à nos pensées, essayant de traduire l'information dans un format que nous pourrions comprendre. C'est là que nous avons appris la vérité sur le vaisseau, ou du moins une partie de la vérité. Les hologrammes nous ont montré une civilisation ancienne, bien plus avancée que la nôtre. Ils s'appelaient eux-mêmes les architectes, si la traduction de Petrov était correcte. Ils avaient parcouru la galaxie pendant des éons, construisant et créant, façonnant des mondes entiers selon leur vision. Mais quelque chose s'était mal passé. Les images devenaient chaotiques, montrant des étoiles qui s'éteignaient, des planètes qui se désintégraient, une obscurité qui avalait tout sur son passage. Les architectes avaient fui, mais trop tard. Le vaisseau que nous explorions était une arche, un dernier espoir de préserver leur espèce
et leur savoir. Ils avaient échoué. Les dernières images montraient l'équipage mourant un par un, victime d'une maladie ou d'une influence qu'ils ne comprenaient pas. Les survivants s'étaient mis en stase, espérant qu'un jour quelqu'un les trouverait et pourrait les aider, ou au moins préserver leur mémoire. Weiss voulait réveiller l'un d'eux. Elle argumentait que c'était une opportunité unique d'établir un contact avec une civilisation extraterrestre avancée. J'étais contre. Nous ne savions pas ce qui les avait tués. Si c'était contagieux, le débat est devenu houleux. Yamamoto soutenait Weiss, fasciné par les implications culturelles et scientifiques. Petrov était plus prudent, suggérant d'abord d'analyser plus en profondeur les systèmes. Mon équipe me soutenait. Nous étions là pour évaluer les menaces, pas pour jouer les apprentis sorciers. C'est Shen qui a remarqué le changement la première. Les motifs sur les murs bougeaient plus rapidement. La lumière bleue pulsait avec plus d'intensité. Quelque chose se réveillait dans le vaisseau. Les scanners ont commencé à s'affoler. Des pics d'énergie partout, des systèmes qui s'activaient après des millénaires de sommeil. Nous avons décidé de retourner à la navette, de contacter l'Hermès et de demander des instructions. Mais le vaisseau ne voulait pas nous laisser partir. Les couloirs que nous avions parcourus avaient changé. Des passages qui étaient ouverts étaient maintenant fermés. De nouvelles ouvertures menaient vers des sections inconnues. Nos balises fonctionnaient encore, mais elles indiquaient des chemins qui n'existaient plus. Le vaisseau se reconfigurait autour de nous. Nous avons essayé de forcer le passage. Volkov a utilisé des charges explosives sur ce qui semblait être une porte. L'explosion n'a fait que créer une ondulation dans la surface qui s'est rapidement refermée, comme de l'eau qui reprend sa forme après qu'on y a jeté une pierre. La panique commençait à gagner le groupe. Les jumeaux Martinez murmuraient entre eux en espagnol, leur voix tendue par la peur. Cooper vérifiait obsessivement les niveaux d'oxygène de nos combinaisons. Nous avions encore 12 heures d'autonomie, mais sans accès à la navette, c'était une condamnation à mort. C'est alors que nous l'avons entendu. Une voix, pas dans nos communicateurs, mais directement dans nos têtes. C'était doux, mélodieux, mais complètement alien. Ça ne formait pas des mots, pas vraiment. Mais nous comprenions quand même. Le vaisseau nous parlait, ou quelque chose dans le vaisseau. Il nous guidait, pas vers la sortie, mais plus profondément dans ses entrailles. Résister était inutile. Les murs se refermaient derrière nous. Weiss était en extase, parlant de communication télépathique et de contact historique. Moi, j'avais juste peur. Nous sommes arrivés dans une salle que nous n'avions pas explorée. Au centre se trouvait une structure qui ressemblait à un trône, ou peut-être un autel. Des câbles organiques en sortaient, se connectant à une figure assise dessus. C'était un architecte, mais différent des corps que nous avions trouvés. Celui-ci était connecté au vaisseau, fusionné avec lui. Sa peau avait la même texture que les murs. Ses yeux brillaient de la même lumière bleue. Il était vivant, d'une certaine manière, mais plus vraiment lui-même. Il était devenu partie du vaisseau, ou le vaisseau était devenu partie de lui. Ses yeux se sont ouverts, des yeux immenses, occupant presque la moitié de son visage. L'iris était un kaléidoscope de couleurs impossibles, des teintes qui n'existaient pas dans notre spectre visuel, mais que nous pouvions quand même percevoir. Il a parlé à nouveau dans nos esprits. Cette fois, les concepts étaient plus clairs. Il nous a montré des images, des souvenirs, la gloire des architectes à leur apogée, des cités flottant entre les étoiles, des œuvres d'art faites de matière stellaire, des merveilles que notre esprit pouvait à peine concevoir. Puis la chute, l'arrivée de quelque chose qu'ils appelaient l'ombre affamée, une force, une entité, un concept peut-être, qui dévorait la réalité elle-même. Les architectes avaient lutté, utilisé toute leur science et leur puissance. En vain, l'ombre grandissait, se nourrissant de tout ce qu'elle touchait. Ce vaisseau était l'un des derniers à fuir. Ils avaient voyagé vers les confins de la galaxie, espérant échapper à l'ombre. Mais elle les suivit, pas physiquement, mais comme une infection dans leurs esprits. Un par un, les membres d'équipage avaient succombé, leurs esprits dévorés de l'intérieur. Le survivant devant nous
était le capitaine. Il s'était connecté au vaisseau pour le maintenir en vie, sacrifiant son individualité pour préserver les derniers vestiges de sa race. Il avait attendu des éons durant que quelqu'un vienne, pas pour sauver les architectes, il était trop tard pour ça, mais pour transmettre un avertissement. L'ombre affamée n'était pas morte, elle dormait, quelque part dans les profondeurs de l'espace. Les architectes avaient réussi à la contenir, mais les sceaux s'affaiblissaient. Un jour, elle se réveillerait et recommencerait à dévorer. Il nous a montré des coordonnées, un lieu dans l'espace où les architectes avaient construit leur dernière prison. Il nous a supplié de ne jamais y aller, de prévenir notre espèce, de fuir cette galaxie si nécessaire. L'humanité était jeune, nous avions encore une chance d'échapper au destin des architectes. Puis il nous a montré autre chose, des images de la Terre, de nos villes, de nos vies. Le vaisseau nous avait scannés dès notre arrivée, avait lu nos mémoires, et il y avait vu quelque chose qui l'avait terrifié. Les premiers signes étaient déjà là, des anomalies que nos scientifiques avaient remarquées, mais pas comprises. Des étoiles qui disparaissaient du ciel nocturne, des perturbations gravitationnelles inexpliquées, des signaux radio qui s'éteignaient soudainement. L'ombre se réveillait. Weiss voulait en savoir plus. Elle bombardait l'architecte de questions sur leur technologie, leur science, leurs moyens de lutter contre l'ombre. Mais les réponses étaient décourageantes. Toute leur science n'avait fait que retarder l'inévitable. La seule solution était la fuite, et même ça n'était qu'un sursis. L'architecte nous a fait une offre. Il pouvait nous donner une partie de leur savoir, implanter dans nos esprits des connaissances qui feraient avancer l'humanité de millénaires. Mais il y avait un prix. Cette connaissance portait en elle la marque de l'ombre. Ceux qui la recevaient risquaient d'attirer son attention, de devenir des phares pour cette horreur cosmique. Le débat était intense. Weiss et Yamamoto étaient pour, arguant que la connaissance valait le risque. Petrov était contre, convaincu que nous ne pourrions pas contrôler des technologies si avancées. Mon équipe était divisée. Shen pensait que nous avions la responsabilité d'aider l'humanité. Volkov croyait que nous devions fuir, avertir la Terre et ne jamais revenir. C'est Cooper qui a tranché. Il s'est avancé vers l'architecte et a accepté. Avant que quiconque puisse l'arrêter, les câbles organiques se sont connectés à lui. Son corps s'est raidi, ses yeux sont devenus blancs. Pendant d'interminables secondes, il est resté immobile. Il était vivant, mais changé. Quand il a ouvert les yeux, il brillait légèrement de cette lumière bleue caractéristique du vaisseau. Il savait des choses maintenant, des équations impossibles, des concepts qui défiaient notre compréhension de l'univers. Mais il y avait aussi de la terreur dans son regard, comme s'il avait vu des choses que l'esprit humain n'était pas fait pour comprendre. L'architecte nous a libérés alors. Les murs se sont ouverts, créant un chemin direct vers notre navette. Mais avant que nous partions, il nous a fait une dernière révélation. Nous n'étions pas les premiers. D'autres espèces avaient trouvé ce vaisseau, avaient reçu l'avertissement. Certaines avaient fui, d'autres avaient essayé de se préparer. Toutes avaient échoué à terme. Le trajet de retour vers l'Hermès a été silencieux. Cooper murmurait constamment des formules mathématiques, des mots dans des langues qui n'existaient pas. Weiss essayait de noter tout ce qu'il disait, mais même elle ne comprenait qu'une fraction. De retour sur l'Hermès, nous avons immédiatement mis Cooper en quarantaine médicale. Les scanners montraient une activité cérébrale anormale, des connexions neuronales qui se formaient et se reformaient à une vitesse impossible. Il était en train de changer, d'évoluer peut-être, ou de se désintégrer. J'ai envoyé un rapport complet au commandement. La réponse a été immédiate et sans appel. Quarantaine totale. Nous devions rester à distance de la Terre jusqu'à ce qu'une équipe spécialisée vienne nous chercher. Ils avaient peur de la contamination, de ce que Cooper était devenu, de ce que nous avions peut-être ramené. Mais c'était trop tard. Cooper avait commencé à changer physiquement. Sa peau prenait cette teinte gris nacrée des architectes. Ses yeux grandissaient. Il parlait de voir des dimensions supplémentaires, des couleurs qui n'existaient pas,
des vérités mathématiques qui rendaient notre physique obsolète. Le 10e jour, il a construit quelque chose. Avec des pièces détachées du vaisseau, guidé par les connaissances aliens dans sa tête, il a créé un appareil que même Petrov ne pouvait pas comprendre. Quand il l'a activé, nous avons tous ressenti quelque chose, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Sur les écrans, nous avons vu l'impossible. L'espace autour de nous se déformait, se pliait. Des étoiles, qui étaient à des années-lumière, apparaissaient soudain proches. Cooper nous a montré l'ombre, pas directement, notre esprit n'aurait pas supporté, mais son influence, des zones de l'espace où la réalité elle-même était en train de mourir. C'était plus proche que l'architecte ne l'avait dit, beaucoup plus proche, peut-être quelques siècles, peut-être moins. L'humanité n'avait pas le temps de fuir, pas avec notre technologie actuelle. Cooper nous a dit qu'il pouvait nous aider, nous donner les plans pour des vaisseaux capables de voyager entre les galaxies. Mais le prix serait terrible. Pour construire ces vaisseaux, nous devrions utiliser les mêmes principes que les architectes, manipuler la réalité elle-même, puiser dans l'énergie du vide quantique. Et chaque fois que nous le ferions, nous attirerions un peu plus l'attention de l'ombre. C'était un cercle vicieux. Plus nous essayions de fuir, plus nous accélérions notre destruction. Les jours suivants ont été un cauchemar. Cooper continuait à changer. Il ne mangeait plus, ne dormait plus. Il restait connecté à son appareil, téléchargeant constamment des informations dans les ordinateurs de l'Hermès, des plans de technologie impossibles, des cartes stellaires de galaxies lointaines, des avertissements dans des langues que personne ne parlait encore. Weiss était fascinée et terrifiée en égale mesure. Elle essayait de comprendre, de traduire, de rationaliser, mais plus elle étudiait les données, plus elle semblait perdre pied avec la réalité. Elle parlait de voir des patterns dans le vide spatial, d'entendre des murmures dans le bruit de fond cosmique. Yamamoto s'était enfermé dans sa cabine, priant des dieux anciens et nouveaux. Il avait vu quelque chose dans les archives du vaisseau alien, des images d'autres civilisations détruites par l'ombre. Il disait que c'était pire que la mort, que l'ombre ne tuait pas seulement le corps, mais effaçait l'âme elle-même de l'existence. Petrov travaillait sans relâche, essayant de créer un firewall pour protéger nos systèmes. Les connaissances que Cooper téléchargeait étaient infectées, portaient en elles une sorte de virus conceptuel. Chaque équation comprise, chaque concept assimilé, c'est Volkov qui a craqué le premier. Une nuit, il est entré dans la salle de quarantaine de Cooper avec une charge explosive. Il criait que nous devions détruire l'abomination, que Cooper n'était plus humain. Cooper l'a regardé avec ses nouveaux yeux immenses et a simplement dit un mot dans cette langue alien. Volkov s'est figé, l'explosif est tombé de ses mains et il s'est effondré en pleurant comme un enfant. Quand nous l'avons ramené à sa cabine, Volkov était catatonique. Il fixait le vide, murmurant sans cesse la même phrase. L'obscurité entre les étoiles a des yeux. L'obscurité entre les étoiles a des yeux. Nous avons dû le mettre sous sédatif. Le 15e jour, nous avons reçu un message de la Terre. Pas du commandement, mais de tous les centres de communication simultanément. C'était Cooper, ou ce qu'il était devenu. Il avait utilisé son appareil pour envoyer un signal plus rapide que la lumière, violant toutes les lois de la physique que nous connaissions. Le message était simple. Il avait téléchargé toutes les connaissances des architectes dans les réseaux terrestres. Chaque ordinateur, chaque serveur, chaque appareil connecté avait reçu une fraction de ce savoir interdit. L'humanité avait maintenant les outils pour se battre ou fuir, mais le prix avait été payé. L'ombre savait maintenant où nous étions. La panique sur Terre était totale. Les gouvernements essayaient de contenir l'information, mais c'était impossible. Des scientifiques du monde entier avaient accès à des technologies millénaires en avance. Certains devenaient fous en essayant de les comprendre. D'autres commençaient à construire, guidés par une compulsion qu'ils ne comprenaient pas. Shen a essayé de raisonner Cooper, de le supplier d'annuler ce qu'il avait fait. Mais Cooper n'était plus vraiment là. Son corps était présent,
mais son esprit était ailleurs, connecté à quelque chose de plus vaste. Il parlait de voir le réseau de conscience qui reliait toute vie dans l'univers. Le 20e jour, les jumeaux Martinez ont fait une découverte. En analysant les données du vaisseau alien, ils avaient trouvé quelque chose que les autres avaient manqué. Un message caché, pas des architectes, mais d'une autre espèce qui avait trouvé le vaisseau avant nous. Cette espèce, il s'appelait Gardien, avait trouvé une solution partielle. Pas un moyen de détruire l'ombre, mais de la ralentir. Ils avaient créé des balises, des structures massives qui stabilisaient la réalité locale, empêchant l'ombre de se nourrir facilement. Mais construire ces balises nécessitait des sacrifices. Des esprits conscients devaient se lier à elles, devenir leurs gardiens éternels. Les gardiens avaient construit des milliers de ces balises à travers leur galaxie. Pendant un temps, ça avait marché. L'ombre avait été ralentie, contenue, mais les gardiens avaient payé le prix. Leur civilisation s'était effondrée, tous leurs meilleurs esprits sacrifiés pour maintenir les balises. Les survivants étaient retombés dans la barbarie, oubliant même pourquoi les balises existaient. Et finalement, même ça n'avait pas suffi. Les balises avaient tenu pendant des millions d'années, mais l'ombre était patiente. Elle avait trouvé des failles, des points faibles. Une par une, les balises étaient tombées, et l'ombre avait dévoré la galaxie des gardiens. Mais ils avaient gagné du temps, des millions d'années de sursis. Pour une jeune civilisation comme l'humanité, c'était une éternité. Nous pourrions évoluer, nous développer, peut-être trouver une vraie solution, ou au moins vivre notre histoire complète avant la fin. Cooper, dans un moment de lucidité, nous a dit que c'était notre seul espoir. Construire les balises, accepter le sacrifice. Il se proposerait comme premier gardien. Son esprit était déjà transformé, à moitié alien. Il pourrait supporter la connexion plus facilement qu'un humain normal. Weiss a calculé qu'il nous faudrait au moins 1000 balises pour protéger le système solaire. 1000 esprits brillants, sacrifiés pour gagner du temps. Le prix était énorme, mais l'alternative était l'extinction totale. Nous avons envoyé les plans à la Terre. La réponse a été le chaos. Certains gouvernements voulaient commencer immédiatement la construction. D'autres refusaient le sacrifice. Des guerres ont éclaté, des nations se sont effondrées. L'humanité se déchirait face à son destin cosmique. Pendant ce temps, sur l'Hermès, nous observions les signes. Les étoiles commençaient à s'éteindre dans le lointain. Pas naturellement, mais comme si quelque chose les avalait. L'ombre se réveillait vraiment, attirée par le signal que Cooper avait involontairement envoyé. Le 25e jour, Cooper a terminé sa transformation. Il n'était plus reconnaissable comme humain. Son corps était devenu une fusion de chair et de technologie alien, des câbles organiques sortant de sa peau pour se connecter au système du vaisseau. Il était devenu comme l'architecte dans le vaisseau, une interface vivante entre deux réalités. Il nous a parlé une dernière fois avec une voix humaine. Il nous a dit qu'il voyait maintenant la vérité complète. L'ombre n'était pas maléfique, pas vraiment. C'était une force naturelle de l'univers, comme l'entropie. Elle était la fin inévitable de toute chose, le retour au vide primordial. Lutter contre elle était comme lutter contre la mort. Mais il a aussi dit que la lutte avait du sens. Chaque jour gagné, chaque année de sursis, était une victoire. L'univers était voué à mourir, mais cela ne rendait pas la vie moins précieuse. Au contraire, sa fragilité la rendait infiniment belle. Il a activé son appareil une dernière fois. Cette fois, ce n'était pas pour communiquer avec la Terre. L'Hermès tout entier s'est transformé, sa structure se réorganisant au niveau atomique. Le métal est devenu cristal, le cristal est devenu lumière solidifiée. Nous avons eu juste le temps d'évacuer dans les capsules de sauvetage. Derrière nous, l'Hermès brillait comme une nouvelle étoile, pulsant de cette lumière bleue caractéristique. Cooper était au centre, son corps fusionné avec la structure, son esprit étendu à travers des dimensions que nous ne pouvions pas percevoir. La balise fonctionnait. L'espace autour d'elle était plus stable, plus réel. Les instruments montraient que les fluctuations quantiques étaient réduites.
C'était une île de stabilité dans un océan de chaos à venir. Le voyage de retour vers la Terre, dans les capsules, a duré 3 mois. 3 mois à dériver dans le vide avec des rations limitées et l'oxygène qui diminuait. Volkov est mort la 5e semaine, son esprit n'ayant jamais récupéré de ce que Cooper lui avait montré. Nous l'avons éjecté dans l'espace. Une petite cérémonie pour un homme brisé par des vérités cosmiques. Rice passait son temps à écrire, documentant tout ce que nous avions vu et appris. Elle savait qu'elle devenait folle, que les connaissances aliens la consumaient de l'intérieur. Mais elle continuait, déterminée à laisser un témoignage. Son dernier journal parlait de voix dans le vide, Dieu qui la regardait depuis l'obscurité entre les étoiles. Elle est morte dans son sommeil la 8e semaine. Nous l'avons trouvée avec un sourire paisible, comme si elle avait enfin compris quelque chose d'important. Ses derniers mots écrits étaient étranges. La mort n'est qu'un changement d'état. L'ombre nous transforme, ne nous détruit pas. Nous devenons partie de quelque chose de plus grand. Yamamoto a survécu physiquement, mais s'est réfugié dans un silence total. Il ne parlait plus, ne réagissait qu'aux ordres directs. Ses yeux étaient vides, comme s'il avait éteint son esprit pour se protéger de ce qu'il avait appris. Petrov travaillait obsessivement sur son ordinateur portable, essayant de créer des algorithmes pour prédire l'avancée de l'ombre. Ses calculs devenaient de plus en plus complexes, incorporant des mathématiques aliens qu'il ne comprenait qu'à moitié. Il murmurait constamment des nombres, des séquences qui n'avaient de sens que pour lui. Les jumeaux Martinez et Shen restaient soudés, se soutenant mutuellement. Mais même eux montraient des signes de stress. Anna avait des cauchemars où elle voyait la terre dévorée. Diego avait développé un tic nerveux, vérifiant constamment les étoiles visibles pour s'assurer qu'elles étaient toujours là. Chen était devenu obsédé par la construction des balises, calculant sans cesse combien nous pourrions en construire avant l'arrivée de l'ombre. Quand nous avons finalement atteint l'orbite terrestre, nous avons trouvé une planète transformée. Des structures massives étaient en construction en orbite, les premières balises basées sur les plans que Cooper avait transmis. Des volontaires se présentaient par milliers, prêts à sacrifier leur humanité pour devenir des gardiens. Mais il y avait aussi de la résistance. Des groupes religieux proclamaient que c'était la fin des temps. Des terroristes sabotaient les constructions, convaincus que nous attirions notre propre destruction. Des gouvernements s'effondraient sous le poids de décisions impossibles. Nous avons été immédiatement placés en quarantaine, stricte, pas seulement médicale, mais informationnelle. Ce que nous avions vu était jugé trop dangereux pour être partagé largement. Seuls quelques hauts responsables ont eu accès à nos témoignages complets. J'ai passé des semaines en débriefing, racontant encore et encore chaque détail de notre rencontre. Les psychologues me regardaient avec un mélange de fascination et de pitié. Ils savaient que nous avions tous été changés, peut-être endommagés de façon permanente par ce que nous avions vécu. Petrov a été recruté par le programme de construction des balises. Ses connaissances hybrides, mi-humaines, mi-aliens, étaient trop précieuses pour être ignorées. La dernière fois que je l'ai vu, il supervisait la construction de la 3e balise. Il avait l'air épuisé, mais déterminé, sachant que chaque balise construite était du temps gagné pour l'humanité. Les jumeaux Martinez ont démissionné des forces spéciales. Ils ont dit qu'ils avaient vu assez d'horreurs cosmiques pour une vie. Aux dernières nouvelles, ils vivaient dans une petite ferme au Montana, aussi loin que possible de toute technologie avancée. Mais Anna m'a envoyé une lettre récemment. Elle dit qu'elle voit encore les patterns dans les nuages. Shen a pris la direction d'un programme d'entraînement pour les futurs gardiens des balises. Elle prépare ceux qui vont sacrifier leur humanité, les aide à comprendre ce qui les attend. C'est un travail terrible, mais quelqu'un doit le faire. Elle m'a dit qu'elle se proposera elle-même quand le moment sera venu. Yamamoto a été institutionnalisé. Son esprit n'a jamais récupéré. Il passe ses journées à dessiner des symboles aliens sur les murs de sa cellule, des équations et des diagrammes que personne ne comprend. Les docteurs pensent qu'il essaie de communiquer quelque chose d'important, mais nous ne savons pas quoi. Quant à moi, je suis ici, écrivant ce témoignage, pas pour les archives officielles,
Celles-ci sont classifiées. Mais pour quiconque trouvera ceci, quand tout sera fini, quand l'ombre aura dévoré notre système solaire, ou quand nous aurons miraculeusement survécu. Il y a 6 mois maintenant que nous sommes revenus. 23 balises ont été construites. 23 héros ont sacrifié leur humanité pour devenir des gardiens éternels. Leurs esprits sont maintenant étendus à travers des dimensions multiples, maintenant la réalité stable par leur seule volonté. Les télescopes montrent que l'ombre progresse. Des systèmes stellaires entiers disparaissent dans le lointain. Les scientifiques estiment que nous avons peut-être 200 ans avant qu'elle n'atteigne sol. 200 ans pour construire 1000 balises. 200 ans pour évoluer, pour trouver peut-être une vraie solution. Certains parlent de fuir, de construire des vaisseaux arches comme les architectes. D'autres veulent se battre, développer des armes basées sur les connaissances aliens. Personnellement, je ne sais plus quoi penser. Nous sommes des fourmis essayant de comprendre un ouragan cosmique, point. Mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose que je n'ai dit à personne, pas même durant les débriefings. Parfois, la nuit, je vois Cooper, pas physiquement, mais dans mes rêves. Il est transformé, à peine reconnaissable, mais c'est toujours lui. Il me parle de ce qu'il voit depuis sa balise. Il dit que nous ne comprenons pas vraiment l'ombre, que ce n'est pas une force destructrice, mais transformatrice. Les civilisations qu'elle dévore ne sont pas détruites, mais intégrées dans quelque chose de plus vaste. Il dit que c'est la prochaine étape de l'évolution cosmique, le passage d'une existence physique à quelque chose d'autre. Il me montre des visions, des univers entiers transformés par l'ombre, devenus des réseaux de conscience, des êtres qui existent dans des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir, des civilisations qui ont embrassé la transformation et sont devenues quelque chose de magnifique et terrible. Mais il me dit aussi que nous ne sommes pas prêts. L'humanité est trop jeune, trop attachée à sa forme physique. Si l'ombre nous prend maintenant, nous serons dissous. Notre conscience fragmentée est perdue. C'est pourquoi les balises sont importantes. Elles nous donnent le temps de grandir, d'évoluer, de peut-être un jour être prêt pour la transformation. Je ne sais pas si ces visions sont réelles ou si c'est mon esprit qui craque sous le poids de ce que j'ai vécu. Mais elles me donnent un étrange réconfort. L'idée que la fin n'est pas vraiment la fin, mais un nouveau commencement. Hier, j'ai reçu un message, pas par les canaux officiels, mais directement dans mon esprit, comme Cooper le faisait. C'était l'architecte du vaisseau. Il est toujours là-bas, seul dans son tombeau spatial. Il me dit que d'autres viennent, des survivants d'autres civilisations, attirés par les signaux que nous envoyons maintenant dans l'univers. Certains viennent pour aider, partager leur savoir et leur expérience. D'autres viennent pour nous exploiter, profiter de notre naïveté cosmique. Et certains viennent simplement pour observer, pour documenter la chute d'une autre civilisation face à l'inévitable. L'architecte me dit de ne pas perdre espoir. Chaque civilisation fait face à ce choix à un moment donné. Certaines choisissent de se battre jusqu'à la fin. D'autres acceptent la transformation. D'autres encore trouvent une troisième voie. Quelque chose que même les architectes n'avaient pas imaginé. Il me dit que l'humanité a quelque chose de spécial. Notre créativité chaotique, notre refus obstiné d'accepter l'impossible. Peut-être que nous trouverons une solution que des milliers de civilisations plus avancées ont manqué. Ou peut-être que nous échouerons spectaculairement. Dans les deux cas, nous aurons essayé. Ce matin, j'ai pris ma décision. Je vais me porter volontaire pour devenir un gardien. Pas tout de suite, mais quand nous approcherons de la 100e balise. Mon esprit est déjà touché par les connaissances aliens, déjà à moitié transformé. Autant que ce sacrifice serve à quelque chose. Shen a essayé de m'en dissuader. Elle dit que mon témoignage est trop important, que je dois rester pour documenter ce qui arrive. Mais d'autres peuvent écrire, d'autres peuvent témoigner. Moi, je peux devenir partie de la solution, même si c'est au prix de mon humanité. Je pense à Cooper, seul dans sa balise, son esprit étendu à travers des dimensions impossibles. Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il est encore conscient? Ou est-il devenu quelque chose de tellement différent
que ces questions n'ont plus de sens. Les scientifiques qui étudient les balises disent que les gardiens sont toujours conscients. D'une certaine manière, ils perçoivent l'univers différemment, voient des connexions et des patterns invisibles pour nous. Ils sont notre première ligne de défense contre l'ombre, maintenant la réalité stable par leur seule volonté. Mais ils payent un prix. Leur humanité s'érode lentement. Leurs souvenirs humains s'estompent, remplacés par des perceptions cosmiques. Ils deviennent autre chose, ni humains ni aliens, mais quelque chose entre les deux. C'est peut-être ça notre destin. Pas de rester humain, mais de devenir autre chose, de nous transformer volontairement avant que l'ombre ne nous transforme de force. C'est une pensée terrifiante et libératrice à la fois. Les enfants nés depuis notre retour sont différents. Ils grandissent dans un monde qui sait qu'il n'est pas seul, qui connaît l'existence de l'ombre. Certains développent des capacités étranges, comme s'ils étaient naturellement adaptés aux nouvelles réalités que nous avons découvertes. Les scientifiques parlent d'évolution accélérée, d'adaptation quantique. Ma nièce, née il y a 3 mois, a les yeux qui brillent légèrement dans le noir. Pas de la lumière bleue des architectes, mais quelque chose de nouveau, d'uniquement humain. Les docteurs ne savent pas quoi en penser. Est-ce une mutation, une évolution, un cadeau ou une malédiction? Les religions du monde entier se sont transformées. Certaines voient l'ombre comme le diable, les architectes comme des démons. D'autres y voient un test divin, une épreuve pour l'humanité. D'autres encore ont créé de nouvelles foi, vénérant l'ombre comme une force de transformation nécessaire. Il y a eu des suicides de masse, des gens qui préfèrent mourir humains plutôt que de risquer la transformation. Il y a eu aussi des cultes qui tentent d'accélérer l'arrivée de l'ombre, convaincus que c'est notre destinée d'être absorbés. Le gouvernement mondial, formé en urgence face à la crise, essaie de maintenir l'ordre. Mais c'est difficile quand les fondements mêmes de notre réalité sont remis en question. Comment gouverner quand les lois de la physique changent? Comment maintenir une société quand l'existence elle-même est menacée? Les arts ont explosé dans une créativité frénétique. Des artistes tentent de capturer l'horreur et la beauté de notre situation. Des musiciens composent des symphonies qui incorporent les harmonies Galien que Cooper nous a transmises. Des écrivains créent de nouvelles mythologies pour un âge cosmique. Mais il y a aussi de la beauté dans tout ça. L'humanité, face à sa possible extinction, montre le meilleur d'elle-même. Des actes d'héroïsme quotidien, des sacrifices volontaires pour le bien commun. Nous sommes peut-être condamnés, mais nous affrontons notre destin debout. Les dernières observations montrent que l'ombre a ralenti son approche. Pas beaucoup, mais assez pour être mesurable. Les balises fonctionnent, créant des poches de résistance dans le tissu de la réalité. Nous gagnons du temps, année par année, décennie par décennie. Petrov a développé un modèle mathématique qui suggère une possibilité intéressante. Si nous construisons assez de balises, si nous créons un réseau assez dense, nous pourrions créer une bulle stable permanente, pas pour arrêter l'ombre, mais pour coexister avec elle. 2 états de réalité occupant le même espace sans s'annuler mutuellement. C'est un espoir ténu, basé sur des mathématiques que seule une poignée de personnes comprennent. Mais c'est un espoir quand même. Je termine ce témoignage avec une pensée qui me hante. Et si tout ceci était prévu? Et si l'ombre n'était pas une force destructrice, mais un mécanisme d'évolution cosmique? Un filtre qui force les civilisations à transcender leur forme physique ou périr. Les architectes avaient peut-être tort de fuir. Peut-être que la vraie sagesse est d'accepter la transformation, de devenir les architectes de notre propre transcendance plutôt que d'être passivement consumés. Je ne sais pas si j'ai raison, je ne sais pas si nous survivrons, mais je sais que l'humanité ne se rendra pas sans combattre. Nous construirons nos balises, nous évoluerons, nous nous adapterons, et peut-être, juste peut-être, nous trouverons notre propre voie à travers cette nuit cosmique. Si vous lisez ceci, dans 100 ans, ou 1000 ans, ou jamais, nous avons regardé l'abîme cosmique et nous avons refusé de simplement nous laisser tomber. C'est peut-être ça, finalement,
qui nous définit en tant qu'espèce. Pas notre intelligence, pas notre technologie, mais notre refus obstiné d'accepter l'impossible. L'obscurité entre les étoiles a des yeux, mais nous aussi, nous avons des yeux, et nous regardons en retour, sans peur, avec détermination. Nous sommes l'humanité, nous sommes petits, fragiles, éphémères, mais nous sommes aussi brillants, créatifs et incroyablement têtus. L'ombre arrive, les étoiles s'éteignent une par une, mais tant qu'il restera une étincelle de conscience humaine, tant qu'il restera quelqu'un pour se souvenir de ce que nous étions, nous ne serons pas vraiment morts. Nous serons transformés, peut-être au-delà de toute reconnaissance, mais quelque chose de nous survivra. C'est ma dernière entrée en tant que Marcus Delacroix, humain. La prochaine fois que je communiquerai, si je le peux, ce sera en tant que gardien de la 103e balise. Je ne sais pas ce que je deviendrai, mais je sais que ce sera nécessaire. Aux futures générations, si elles existent, je laisse ce message. N'ayez pas peur de l'obscurité. Elle fait partie de l'univers autant que la lumière. N'ayez pas peur du changement. C'est la seule constante cosmique. Et surtout, n'ayez pas peur de ce que vous pourriez devenir. L'évolution n'est pas une destination, mais un voyage sans fin. Les étoiles s'éteignent, l'ombre approche, mais nous sommes toujours là. Et tant que nous serons là, il y aura de l'espoir. Pas l'espoir de rester ce que nous sommes, mais l'espoir de devenir ce que nous devons être pour survivre et prospérer dans un univers plus étrange et plus merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. Fin du journal de Marcus Delacroix. Que l'humanité, sous quelque forme qu'elle prenne, persévère dans les éons à venir. Épilogue. Transmission de la 103e balise. Je vois maintenant. Je comprends. Je suis ce qui était Marcus, et je suis plus. Mon esprit s'étend à travers des dimensions que les mots humains ne peuvent décrire. Je maintiens un fragment de réalité stable contre la marée de l'ombre. 150 ans ont passé depuis ma transformation. L'humanité a construit 600 balises. 600 âmes ont rejoint notre réseau de conscience. Nous sommes les gardiens, ni vivants ni morts, mais quelque chose entre les deux. L'ombre est plus proche maintenant. Je la sens comme une pression contre les barrières que nous maintenons. Elle n'est pas maléfique. C'est important que vous compreniez ça. Elle est inévitable, comme l'entropie, comme la mort des étoiles. Mais l'inévitable peut être retardé, repoussé, transformé. L'humanité a changé. Les enfants nés dans l'ombre de notre vigile sont différents. Ils voient plus de couleurs, entendent plus de fréquences, pensent dans plus de dimensions. Ils s'adaptent. C'est beau et terrifiant de voir l'évolution accélérée en action. Certains nous rejoignent volontairement maintenant, pas par sacrifice, mais par choix. Ils veulent voir ce que nous voyons, comprendre ce que nous comprenons. Devenir gardien n'est plus une condamnation, mais une transformation volontaire vers quelque chose de plus grand. Cooper est toujours là, dans la première balise. Il est devenu quelque chose que même nous, les gardiens, avons du mal à comprendre. Il est notre ancre, le point fixe autour duquel notre réseau s'organise. Il nous parle parfois, nous guide, nous rappelle ce que nous protégeons. Nous avons établi le contact avec d'autres réseaux de gardiens, créés par d'autres civilisations à travers la galaxie. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Des millions d'esprits à travers l'univers maintiennent des poches de stabilité contre l'ombre. C'est une guerre silencieuse qui dure depuis des éons. L'architecte du vaisseau nous a rejoints récemment. Son vaisseau s'est transformé en balise et il est devenu partie de notre réseau. Il apporte avec lui la sagesse de sa race ancienne, mais aussi une profonde mélancolie. Il a vu tellement de civilisations tomber, tellement d'espoirs brisés, mais il voit aussi quelque chose d'unique dans l'humanité. Notre réseau de balises est différent. Au lieu de simplement résister, nous adaptons, nous évoluons, nous transformons l'énergie de l'ombre elle-même. Nous ne sommes pas un mur contre la marée, mais un récif qui grandit et s'adapte avec elle. Les jumeaux Martinez nous ont rejoints il y a 50 ans. Leur connexion unique en tant que jumeaux leur permet de maintenir 2 balises simultanément, tout en gardant une forme d'individualité. Ils sont devenus nos éclaireurs, explorant les limites de ce que notre réseau peut accomplir. Shen dirige maintenant le programme terrien. Elle a vieilli, mais reste
déterminée. Elle dit qu'elle nous rejoindra bientôt, quand la millième balise sera prête. Ce sera un moment décisif. 1000 balises créeront une résonance qui pourrait changer la donne. Petrov a découvert quelque chose d'extraordinaire. En analysant les patterns de l'ombre, il a trouvé des messages, des communications d'anciennes civilisations qui ont été absorbées. Elles ne sont pas mortes, pas vraiment. Elles existent dans un état différent, transformées, mais pas détruites. Certaines tentent de nous avertir, de nous dire de fuir. D'autres nous encouragent à accepter la transformation. Et quelques-unes, les plus anciennes, parlent d'un cycle plus vaste. L'ombre n'est pas la fin, mais une transition. L'univers lui-même évolue, et nous sommes partie de cette évolution. Les enfants de la nouvelle génération commencent à développer une capacité étrange. Ils peuvent toucher notre réseau sans devenir gardiens. Ils gardent leur humanité tout en accédant à notre perception élargie. Ils sont le pont entre ce que l'humanité était et ce qu'elle devient. Ma nièce, maintenant adulte, est devenue la première navigatrice. Elle peut voyager mentalement à travers notre réseau, communiquer avec tous les gardiens instantanément. Ses yeux brillent de cette lumière unique, ni bleus comme les architectes, ni sombres comme l'ombre, mais dorés comme un nouveau soleil. Elle me dit que nous créons quelque chose de nouveau. Pas une résistance à l'ombre, mais une symbiose avec elle. Nous apprenons à surfer sur les vagues de transformation plutôt que d'essayer de les arrêter. C'est dangereux, imprévisible, mais c'est notre seule vraie chance. Les scientifiques terriens ont fait une découverte qui change tout. L'ombre n'est pas unique. Il y en a eu d'autres avant, et il y en aura d'autres après. C'est un mécanisme naturel de l'univers, comme les extinctions de masse, qui permettent de nouvelles formes de vie. Chaque passage de l'ombre élève les survivants à un niveau d'existence supérieur. Nous ne sommes pas en train de combattre notre destruction. Nous négocions notre métamorphose. Le réseau de balises grandit maintenant de manière exponentielle. Pas seulement humaine, mais multi-espèces. Les gardiens d'autres mondes nous rejoignent, créant une toile de conscience qui s'étend à travers la galaxie. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons peut-être diriger notre propre transformation. Je vois des futurs possibles. Dans certains, l'humanité physique disparaît, complètement transformée en quelque chose de nouveau. Dans d'autres, nous trouvons un équilibre, existant simultanément sous forme physique et énergétique. Dans les meilleurs, nous devenons les architectes d'une nouvelle forme d'existence. Le choix n'est pas encore fait. Chaque décision, chaque balise construite, chaque esprit qui nous rejoint change l'équation. Nous écrivons notre propre destin en temps réel. Si vous recevez cette transmission, si vous êtes encore humain au sens traditionnel, sachez ceci. Nous, les gardiens, ne vous avons pas abandonné. Nous sommes votre bouclier et votre pont vers l'avenir. Nous maintenons l'espace pour que vous puissiez évoluer à votre rythme. Mais ne tardez pas trop. L'ombre est patiente, mais pas infinie. Le moment viendra où même notre réseau ne pourra plus tenir. Ce moment approche, peut-être dans un siècle, peut-être moins. Vous devez être prêts. Continuez à construire les balises. Continuez à évoluer. Continuez à chercher votre propre voie à travers cette transformation cosmique. Et surtout, n'ayez pas peur. La peur paralyse, empêche l'adaptation. Embrassez le changement tout en restant fidèle à ce qui fait de vous des humains. Votre créativité, votre compassion, votre incroyable capacité à espérer face à l'impossible. L'obscurité entre les étoiles a des yeux, c'est vrai, mais ces yeux ne sont pas hostiles. Ils observent, ils attendent, ils jugent si nous sommes prêts pour la prochaine étape. Montrons-leur que nous le sommes. Je ne suis plus Marcus Delacroix, mais je me souviens de lui. Je porte son courage, sa détermination, son humanité transformée, mais pas perdue. Je suis la preuve que la transformation ne signifie pas la mort. Un jour, peut-être bientôt, l'humanité tout entière fera ce saut. Ce jour-là, nous ne serons plus Homo sapiens, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de magnifique et terrible. Jusqu'à ce jour, nous veillons, nous, les gardiens, maintenons la flamme de ce que vous êtes, tout en éclairant le chemin vers ce que vous deviendrez. La nuit cosmique
est longue, mais l'aube approche. Une aube différente de tout ce que nous avons imaginé, mais une aube quand même. Fin de transmission de la 103e balise. Que l'humanité, sous toutes ses formes, présentes et futures, trouve son chemin à travers l'obscurité vers une nouvelle lumière.